יש מי שמבקש לעקור אותנו מארצנו ומבירתנו. הם לא ישיגו את מבוקשם. אנחנו בקרב על ירושלים, בירתנו הנצחית. ندعو إلى استمرار هذه العمليات في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية. We urge the Israeli authorities to refrain from taking measures such as punitive demolitions. הנחיתי הערב להרוס את בתי המחבלים שביצעו את הטבח ולזרז את הריסת בתי המחבלים שביצעו את הפיגועים הקודמים. We are totally against the killing of innocent people, being, Palestinians, being really Israelis. Jeudi 20 novembre 2014, bonjour à tous et bienvenue dans votre Morning sur i24 News. On se réveille en douceur avec le sommaire de cette émission. Jérusalem toujours au cœur des tensions. Comment apaiser les tensions et éviter une guerre de religion, sécuritaire ou politique? Par quelles mesures passe la solution? On en reparle dans un instant. Et puis comment l'État islamique recrute parmi les Français et les Occidentaux? Après Maxime Auchard, un autre Français, Michael Dos Santos, originaire de la région parisienne, a été identifié mercredi parmi les bourreaux du groupe djihadiste État islamique. On en reparle également en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, le retour de la grippe aviaire en Europe. 3 pays touchés en seulement 15 jours, mais c'est un virus qui touche seulement les animaux pour l'instant. On y reviendra en fin d'émission. Il est 8h à Tel Aviv et j'accueille ce matin Nissim Zvili. Bonjour Monsieur Zvili, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et également ex-secrétaire général du Parti travailliste israélien. Également avec nous Maurice Ferregan, bonjour. Rédacteur en chef d'i24 News. On va commencer avec vous Maurice, on fait le tour de la presse israélienne qui hésite ce matin entre la peur et le désir de s'unir. Exactement, Eleonore. On va commencer par Yediot Ahronot qui titre lui sur la peur. Alors après l'attentat contre une synagogue à Jérusalem, Israël vit dans la peur et des appels se font entendre dans les villes du pays pour ne plus employer d'arabe. Alors le quotidien note tout de même que dans la synagogue d'Arnof où a eu lieu l'attentat, Jamal, l'employé de service, lui, n'a pas été licencié. Alors en tout cas dans les rues, la peur conduit les autorités à renforcer le nombre de policiers et de vigiles dans les institutions scolaires et dans les autobus. Alors ce sont surtout les femmes et les mères de famille qui ont peur. Deux témoignages dans Yediot Ahronot. À Holon, une femme nous dit « Nous n'enverrons pas nos enfants dans les jardins d'enfants sans vigile ». À Netanya, à quoi peut servir un spray de gaz lacrymogène contre un terroriste armé? Vous voyez, la psychose s'étend. Israël Hayom, lui, titre sur l'unité. Après l'enterrement du policier qui a été tué à Arnof au cours de l'attentat. Alors le quotidien titre « Une même famille ». La 5e victime, Zidan Saïef, a été enterré dans son village druze et à cette occasion le père du policier tué, Naïf, a rendu hommage à son fils et il a dit « La communauté druze est liée par le sang à la communauté juive israélienne ». Et toujours sur le thème de l'unité, le quotidien Israël Hayom souligne aussi un front uni. Ça s'est passé hier soir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont voté unanimement pour dénoncer cette attaque. On passe à Haaretz. Alors ça, on titre dans Haaretz sur le plan sécuritaire. Le quotidien met l'accent sur les conséquences de cet attentat. La police, le Shabak et Tsahal s'unissent pour obtenir des renseignements à Jérusalem-Est. Alors l'objectif, c'est de mettre en place un QG conjoint chargé de centraliser des informations et des renseignements sur d'éventuels actes terroristes. Le problème, c'est que la loi restreint le transfert d'informations et de renseignements du Shabak vers la police. Haaretz révèle également que le Premier ministre a examiné ces derniers jours une proposition visant à déployer l'armée dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. Alors, si l'idée est soutenue par de nombreux députés de l'opposition et de la majorité,
sécurité, dont l'ex-ministre de la Défense, Shaul Mofaz. L'actuel ministre de la Défense, Moshe Yaalon, est totalement opposé à cette option, l'état-major également, et l'armée préfère en fait que la police gère la situation et les désordres à Jérusalem-Est, peut-être avec le soutien d'unités de garde-frontières supplémentaires. Oui, il y a eu d'ailleurs des unités de garde-frontières supplémentaires, également des soldats du commando d'élite GT 13 qui se joignent à la garde civile justement pour renforcer un peu la sécurité dans la capitale israélienne. On va passer à la presse arabe. Deux nouvelles ce matin dans la presse. Oui, deux nouvelles intéressantes dans l'Orient le jour. Le quotidien poursuit la publication du témoignage d'un député libanais, Marwan Hamadeh, au troisième jour des audiences du tribunal chargé de juger les assassins de Rafik Hariri, vous savez, l'ex-premier ministre qui avait été assassiné. Alors la lecture de ces témoignages est édifiante et passionnante. Aujourd'hui, par exemple, on apprend, entre autres, qu'en août 2005, le président syrien Bachar al-Assad avait reçu Rafik Hariri à Damas. Assad avait exigé la prorogation, la réélection du président libanais Émile Lahoud. Alors écoutez ce que rapporte ce député Marwan Hamadeh, c'est incroyable. Assad a déclaré « Vous croyez que vous pouvez dicter à la Syrie quel sera le nouveau président du Liban, mais vous ne vous rendez pas compte que nous sommes les seuls à prendre cette décision. Ce n'est ni la France ni les États-Unis qui peuvent le faire. » Alors lorsque Rafik Hariri a protesté, Bachar al-Assad a lancé « Je vais détruire le Liban sur ta tête et sur celle de Walid Jumblat, rentre à Beyrouth et œuvre en fonction. » On comprend pourquoi l'homme a été assassiné. Ah oui. Ashar al-Awasat, lui, s'intéresse au président turc. Erdogan. Alors, vous savez que le président turc avait déclaré à Istanbul, lors d'une réunion des leaders musulmans d'Amérique latine, que finalement, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais les musulmans. Alors, l'éditorialiste de Ashar al-Awasat s'en prend durement à Erdogan. Il écrit « Notre réalité ne changera pas et nous continuerons de revenir en arrière si nous nous accrochons à une mentalité qui ne met pas en valeur l'éducation et les sciences. » Vous voyez, nostalgique comme Erdogan et statique comme les fondamentalistes religieux, nous exploitons les frustrations des gens et leur incapacité à échapper à l'ornière où ils ont vécu durant des siècles. Il s'agit des musulmans. Alors, l'éditorialiste conclut « Erdogan peut-il nous dire ce que nous avons accompli au cours des 10 dernières années ? Nous avons vu l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais, Rafik Hariri, écrit-il, le pillage de dizaines de villes, le meurtre de centaines de milliers de personnes et certains dictateurs remplacés par d'autres encore pires. Ouais, on l'a vu au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Maurice Fergan. Nissim Zevili, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ces nouvelles mesures de sécurité qui ont été prises à la suite de cet attentat terrible à Jérusalem. On sent bien que le gouvernement et les autorités israéliennes veulent se concentrer sur l'aspect sécuritaire. Ils ont raison de se concentrer uniquement sur l'aspect sécuritaire? Tout d'abord, c'est toujours très difficile de débattre le sujet de Jérusalem, surtout après un attentat aussi horrible. Il y a beaucoup d'émotions. On n'a jamais le temps de s'approfondir suffisamment sur les vrais sujets. Et je crois qu'un gouvernement qui a comme idéologie que ce qui ne marche pas par la force marchera avec plus de force, c'est un gouvernement qui ne peut pas gérer ni un pays, ni une situation sécuritaire difficile. Ça ne peut pas marcher. Je crois qu'il faut, en fin de compte, qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage, un homme politique, qui ait le courage de décrire la situation à Jérusalem depuis la guerre de 6 jours. Il faut se quitter les illusions dans lesquelles on vit. Jérusalem, de facto, je ne parle pas de euro. De euro, je connais les lois israéliennes, c'est clair. De facto, Jérusalem n'a jamais été unifiée, n'est pas unifiée et ne sera jamais unifiée. Ni au niveau politique, ni au niveau municipal. Au niveau politique, c'est clair. Des Israéliens, c'est un fantasme selon vous, non, des Israéliens du gouvernement? Vous savez surtout quoi? C'était une décision qui a été prise quand on était encore émivré de la grande victoire de la guerre de 6 jours. On a demandé à 2 généraux de décrire les frontières de Jérusalem. Et ils ont écrit ou bien ils ont dessiné des frontières qui sont invivables. Ils ont créé une cité binationale dans laquelle la minorité n'est pas minoritaire. C'est une minorité de 300 000 personnes. On a mélangé des quartiers juifs avec des quartiers arabes. Après, on voit comment la discrimination est en train de naître. L'investissement de l'État et de la mairie dans un quartier juif est 4 fois plus
que l'investissement dans un quartier arabe. Il y a quand même un consensus au sein de la société israélienne. Il y a quand même un certain consensus au sein de la société israélienne sur l'unification de Jérusalem. Je connais cette thèse. La majorité des Israéliens et des Juifs du monde ne connaissent pas Jérusalem, ne connaissent pas la grande Jérusalem. Je voudrais demander aux Israéliens, c'est quand la dernière fois un Israélien est venu à Sharafat? Est-ce qu'il sait où c'est Sharafat? Est-ce qu'il sait qu'entre Pisgat Ze'ev et Agivat Tzarfatit, il y a 30 000 habitants palestiniens dans un camp de réfugiés? Est-ce qu'ils savent où c'est Oussouia? Est-ce qu'ils savent où c'est Jabal Moukaber? On ne sait pas. On ne connaît pas. On parle de Jérusalem unifiée. Et c'est exactement de cette illusion qu'il faut se libérer. Quand on croit à cette légende, alors qu'est-ce qu'on fait? On apporte encore des gendarmes, encore des soldats. On y croit, mais on construit aussi à Jérusalem. Maurice Fergan, vous êtes d'accord? C'est un fantasme, la réunification de Jérusalem ou la grande Jérusalem unifiée? Disons que c'est un fantasme politique, mais moi qui vis à Jérusalem, je suis pas convaincu. J'ai eu l'occasion d'aller à Shuafat, d'aller à Tzur el-Bacher, d'aller dans ces quartiers-là. Je sais que ces gens travaillent à Jérusalem. Ils travaillent, ils ont un emploi, ils vivent grâce à l'unité de cette ville. Et je ne suis pas sûr que si on leur demande, si on faisait un référendum, qu'ils seraient heureux d'aller vivre sous l'autorité palestinienne, où là, ils n'auraient pas d'emploi. Donc c'est vrai que c'est pas le sujet. C'est vrai que ce n'est pas le sujet. La ville n'est pas unifiée politiquement, mais dans le quotidien, malgré tout, il y a des Arabes de Jérusalem-Est qui travaillent à Jérusalem-Ouest. Ça se passe bien. Je ne suis pas convaincu que tous les Palestiniens, il y a certains groupes de Palestiniens qui ne veulent pas, qui veulent être indépendants. Je ne suis pas convaincu que l'ensemble des habitants de Jérusalem-Est souhaitent vivre sous l'autorité palestinienne. On va revenir sur la place de Jérusalem et sur cette cohabitation ou non-cohabitation entre juifs et musulmans dans Jérusalem. Mais avant, on revient sur cet attentat tragique justement du quartier religieux de Har Nof. C'était en plein centre de Jérusalem, un attentat qui a fait 5 morts. Et même si la ville reprend son cours, vous allez le voir, ce massacre laisse des traces. Un reportage de Mathias Invar. Cet homme prie avec vigueur et la vie reprend peu à peu son cours ici, dans cette synagogue de Jérusalem, lieu de l'attaque la veille par 2 Palestiniens au cours de laquelle 5 personnes ont été tuées. Ils ne vont pas nous arrêter de vivre. C'est exactement ce que nous devons faire, ne pas avoir peur. Nous devons faire ce qu'il faut, et ce qu'il faut faire, c'est continuer à prier et apprendre la Torah. Une vie normale, certes, mais désormais rythmée par la présence policière déployée à l'extérieur des lieux publics, comme ici, devant cette synagogue. Des policiers qui se mêlent également à l'organisation d'une circoncision sur les lieux mêmes de l'attentat, l'occasion pour ces juifs de sacraliser la vie 24 heures après la mort des leurs. C'était une occasion de prouver que nous n'avons pas peur de prier, de célébrer cette circoncision. La joie de la vie doit l'emporter sur tout. Vous savez, j'ai appelé le père hier et je lui ai demandé s'il souhaitait toujours organiser cette circoncision ici. Il était témoin de l'attentat et ne voulait pas céder à la peur. Sur le terrain, sur ordre de Binyamin Netanyahou, la maison d'Abdelrahman al-Chalodi, auteur de l'attentat à la voiture bélier le mois dernier, a été détruite. Une sanction qui devrait s'appliquer aux auteurs du massacre de la synagogue. Notre rôle au ministère des Affaires étrangères, c'est d'expliquer justement la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons et de faire en sorte que la communauté internationale nous soutienne et nous appuie. Naftali Bennett va lui plus loin et souhaite le déploiement d'unités militaires dans Jérusalem, des mesures mal perçues par les jeunes palestiniens, notamment ici, à Essaouia. Ce n'est pas une vie ici, vraiment pas une vie, ni pour les Arabes, ni pour les Juifs. La situation est difficile, on ne peut pas aller au travail, il n'y a plus de confiance entre les 2 camps. On vit ensemble, on travaille ensemble, on a grandi ensemble, mais le gouvernement doit faire quelque chose. À la fin, il va y avoir la guerre. Et l'une des mesures proposées par le cabinet restreint de sécurité israélien, c'est de placer ce type de blocs de béton ainsi que des barrages permanents à l'entrée des quartiers sensibles palestiniens, ce qui les couperait de facto du reste de la ville de Jérusalem. Nassim Zivili, comment on rétablit un sentiment de sécurité au sein de la population après un attentat tel que celui que les Israéliens ont vécu avant-hier ? Vous savez, si quelqu'un croit vraiment que ces mesures de sécurité ne vont pas permettre à un terroriste ou 2 terroristes qui veulent arriver dans un quartier juif de Jérusalem ou en Jérusalem-Est de commettre un attentat, c'est pas sérieux.
Ce qu'il faut changer dans cette ville, c'est l'ambiance. Ce qu'il faut changer, c'est rendre l'espoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est les Juifs. Comment on rétablit ce vivre ensemble? Aujourd'hui, c'est les Juifs qui ont peur. C'est les Juifs qui ont peur. Ils ont peur d'envoyer leurs enfants au jardin d'enfants. Ils ont peur d'envoyer les élèves aux écoles. Ce n'est pas les Arabes qui ont peur. Les Arabes n'ont plus rien à perdre. C'est les Juifs qui ont peur. C'est les Juifs qui doivent se poser la vraie question. Comment on sort de cette impasse? Alors justement, vous parliez de cette peur. Cette peur, elle mène aussi à des actions politiques comme celle du maire d'Ashkelon, qui a décidé d'arrêter les chantiers et d'arrêter d'engager des ouvriers arabes israéliens. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Vous savez, si demain matin, ça sera le contraire, si les Arabes israéliens ou les Arabes dans le territoire décideraient d'arrêter de travailler en Israël, je crains que l'économie israélienne ne pourra pas tenir le coup. Je crois qu'on ne comprend pas l'ampleur de ce qui se passe dans la transaction, dans la vie ensemble entre les Arabes et les Juifs en Israël. Je veux dire, une décision comme telle, c'est une décision politique qui n'a rien à voir, qui va résoudre aucun problème, qui n'a aucun lien avec la réalité. C'est encore une fois une approche qui est tellement nulle pour un homme politique, qui essaye complètement c'est pas une approche qui dit on va laisser autant le temps. On patauge, on va nulle part, on attend, qu'est-ce qui va se passer? On attend que peut-être prenne des décisions à la place de notre gouvernement. Mais la réalité est une réalité qui peut... Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même, et vous l'avez dit vous-même, une psychose après cet attentat et un vrai sentiment de peur parmi la population israélienne. Alors c'est quoi la solution? On dit le vivre ensemble, la cohabitation, mais par quoi on rétablit ce vivre ensemble? C'est exactement la raison pour laquelle il faut arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de solution militaire ou de force à ce conflit. Il y a une seule solution, c'est une solution politique. Et dans cette solution, il y a deux options. Ou bien séparer entre les deux peuples et les deux États, ou bien aller vers un État binational. Moi, personnellement, je suis arrivé à la conclusion que ce n'est plus dans l'intérêt des Palestiniens d'arriver à une séparation de deux États. Il y a un courant qui commence à se développer au sein du monde arabe et des Palestiniens qui disent « Ok, nous on a la patience, on attend une génération, 2 générations, 3 générations, on verra à quoi ça met. » C'est dans l'intérêt de l'État d'Israël de se séparer des Palestiniens. Ce n'est pas seulement l'intérêt des Palestiniens. Et quand on ne comprend pas ça... Vers quoi va Benjamin Netanyahou aujourd'hui? Mais d'abord, l'extrême droite. L'extrême droite, elle dit, nous, on est prêts à prendre le risque de vivre dans un État binational. Ils le disent. Il y a au moins 5, 6, 7 membres de la Knesset qui soutiennent un État binational. Bibi Netanyahou n'a pas le courage. Il n'a pas le courage de faire ce qu'il est convaincu qu'il faut faire. Il n'a pas le courage politique de le faire. Et quand on a un Premier ministre qui ne sait pas prendre des décisions et qui a pris une décision tactique d'arrêter le temps ou de patauger, ça mène nulle part. Il me semble que vous étiez secrétaire général du Parti travailliste au moment où Yitzhak Rabin a été assassiné, c'est exact? Quand on a signé les accords de paix. Quand vous avez signé les accords. Et quand il a été assassiné à cause de ces accords. À cause de ces accords. C'était quoi la solution pour Yitzhak Rabin sur, justement, ce problème brûlant de Jérusalem? Yitzhak Rabin croyait que le problème de Jérusalem, ça sera le dernier sujet qu'il faut aborder. Il en a parlé avec Yasser Arafat. Lui et Shimon Peres en ont parlé avec Yasser Arafat. C'est Yasser Arafat qui me l'a raconté, c'est pas eux. Et il savait qu'en fin de compte, il faudra trouver une solution. Mais il n'a pas voulu mettre en devant ni les problèmes des colonies, ni le problème de Jérusalem. Parce qu'il a compris que si on veut convaincre l'opinion publique, il faut avancer pas après pas. Peut-être qu'il a eu tort, je ne sais pas. Mais il savait qu'en fin de compte, Jérusalem, comme elle est dessinée sur la carte, pas internationale, sur la carte que Israël s'est préparé, ne pourrait pas continuer à être complètement unifié. Mais est-ce que justement les gouvernements n'ont pas eu tort de toujours reléguer Jérusalem en dernier point des négociations, même pendant les dernières négociations, et finalement de pas... Je ne sais pas, peut-être vous avez raison, peut-être il fallait mener ces négociations différemment, peut-être elle aurait pu aboutir à quelque chose de différent. Je connais cette idée parce qu'on a discuté énormément de ça. Mais Yitzhak Rabin et Shimon Peres croyaient qu'il fallait passer d'étape à étape surtout pour élargir le consensus autour
d'une séparation des territoires. On a l'impression que dès qu'on touche à Jérusalem, vraiment c'est un sujet brûlant. C'est peut-être pour ça que Ehud Barak aussi a perdu le pouvoir. En tout cas, tout le monde prend des pincettes quand il s'agit de Jérusalem et personne n'ose prendre de décisions concrètes sur ce sujet. Parce qu'il y a une force symbolique dans cette ville. Et c'est vrai que le sujet est difficile. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'une division politique de Jérusalem, mais ça n'enlève pas le fait, ça n'est jamais on changera la situation, c'est qu'il y a deux communautés qui vivent ensemble, qui sont entremêlées aujourd'hui. Alors, c'est un état de fait. Peut-être que ça a été fabriqué, mais c'est un état de fait. Et donc, il faut trouver une solution qui permette d'avoir une division politique tout en maintenant une vie commune. Et ça, c'est la quadrature du cercle. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. C'est ça le plan Clinton. C'est exactement ce que Clinton avait proposé comme solution à Barak et à Arafat, d'avoir les quartiers juifs seront sous la souveraineté politique juive, les quartiers arabes seront sur une souveraineté arabe, mais on continuera de vivre ensemble, un à côté de l'autre, mais avec des souverainetés politiques différentes. Mais la construction de murs est totalement à exclure. Je veux dire, plus on construit de murs, plus on divise les populations, plus on crée de la haine. Et quand on voit la carte de Jérusalem aujourd'hui, notamment de Jérusalem-Est, on voit bien que les quartiers juifs se sont implantés un petit peu tout autour de ces quartiers arabes. Donc aujourd'hui, il y a presque plus de continuité territoriale. Comment on peut... Mais c'est que ça, on ne parle pas de division territoriale, on parle de division politique. On peut vivre, vous savez, Paris, il y a combien, 20 arrondissements. On peut vivre en arrondissement, avoir des mairies d'arrondissement et avoir peut-être même une mairie commune en fin de compte pour gérer les problèmes de cette grande ville. On peut trouver des solutions politiques si on veut trouver des solutions politiques. Si on ne veut pas les trouver, on trouvera toujours des défauts. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Et on va avec notre tête, la tête du peuple juif dans le mur. Ça doit être complètement clair. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui quand même à Jérusalem-Est et notamment ces émeutes et ces jeunes qui se révoltent contre la situation, contre le statu quo, est-ce que vous pensez que c'est réaliste de penser à une division politique de Jérusalem et à un vivre ensemble d'un Jérusalem où juifs et arabes pourraient cohabiter sans frontières établies? Vous savez, est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ces jeunes se réveillent tout d'un coup et décident de protester de l'Angleterre? On se la pose depuis un petit moment déjà, oui. Si on se pose cette question, on doit être capable de comprendre leur situation. Si on n'est pas capable de comprendre leur situation, alors on ne trouvera jamais de solution. Si on comprend les racines de ce problème, on a des solutions qui peuvent être appliquées sur le terrain. Mais quand on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Et quand on essaye de voir chaque enfant de 12 ans qui devient un terroriste, et on l'enferme, et on a déjà des milliers, des centaines de jeunes qui sont enfermés dans des prisons, semi-prisons israéliennes, ça mène où exactement? On détruit 4 maisons de terroristes, ça mène à quoi? Mais on incite contre Yasser Arafat, contre Mahmoud Abbas. Ça mène à quoi? Ça veut dire qu'on cherche un prétexte pourquoi ne pas avancer dans un processus politique. Nessim, je voudrais que vous me confirmiez ça. Shlomo Ben-Ami, qui était ministre des Affaires étrangères, a raconté dans la presse, et il a écrit que lors des négociations, je crois que c'était à White Plantation, il avait proposé de laisser de côté toute division verticale de la ville, et notamment du mont du Temple, qui pose problème, c'est le point central, et de passer à une division horizontale. C'est-à-dire qu'il avait proposé une souveraineté musulmane et palestinienne sur l'esplanade des mosquées et une souveraineté juive dans le sous-sol. La réponse de Yasser Arafat et Abou Allah, à l'époque, je pense, a été non, le temple est à nous du ciel jusqu'au centre de la terre. Alors il y a un problème malgré tout de reconnaissance de l'eau. Mais c'est sûr qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas eu de serait pas là aujourd'hui. Allez, on va passer à un autre sujet, l'enterrement de ce héros, ce policier druze qui a été mortellement blessé à la suite de cet attentat de Arnov. L'occasion pour la communauté orthodoxe juive de Jérusalem de manifester sa solidarité avec la famille de ce policier. On regarde tout de suite ce sujet, signé Leslie Rezouk. Ultra-orthodoxes, musulmans, druzes, toutes religions confondues, ils sont des centaines à s'être réunis en ce début d'après-midi pour rendre un dernier hommage à Zidan Shaïf. Ce sergent-major de la police israélienne mort des suites de ses blessures après l'attentat contre la synagogue de Bnei Torah.
Enterré dans son village de Yanoujat, dans le nord d'Israël, ce père de famille a été salué pour son action héroïque par des centaines de religieux du quartier de Har Nof. Une campagne a été menée sur les réseaux sociaux pour permettre à tous les membres de cette communauté de se rendre à la cérémonie. Des dizaines de bus ont également été affrétés depuis Jérusalem. L'ancien grand rabbin séfarade d'Israël, Shlomo Amar, était également présent. Une mobilisation inédite donc, motivée par le véritable sacrifice de Zidan Shaïf. Accompagné d'un autre policier, il se rend devant la synagogue de son propre chef dès qu'il entend les premiers cris en provenance de l'édifice. Arrivé peu après 7 heures, il se retrouve à 1 mètre à peine des deux terroristes. Voyant son coéquipier en difficulté et sans défense, il décide de s'interposer. Il reçoit alors une balle en pleine tête. Malgré tout, il ne succombe pas immédiatement à ses blessures. De leur côté, les deux terroristes entrent dans la synagogue et ouvrent le feu sur les fidèles réunis pour la prière du matin. À coups de hachoirs et de couteaux, il commence alors un véritable massacre. Des impacts de balles sont retrouvés un peu partout dans les marbres de la synagogue. Alors que les premiers secours arrivent, l'un des deux sort du bâtiment pour ouvrir le feu, tandis que son complice continue de s'acharner sur les corps. Alors qu'ils tentent de fuir, ils sont tués peu après par d'autres membres de la police. J'étais à 5 ou 7 mètres. C'était eux ou moi. J'ai ouvert le feu sur le premier, je l'ai vu s'effondrer. J'ai tiré sur le deuxième et il s'est effondré également. J'étais très concentré. J'ai pointé mon arme vers la cage d'escalier et j'ai aperçu 2 jeunes en train de courir. Ils avaient l'air assez jeunes. L'un d'entre eux portait un pistolet et une machette tachée de sang, ou plutôt un grand couperet. Le deuxième était à 1 mètre et tenait un couteau couvert de sang. De son côté, Zidan Shaïf est rapidement intubé et transporté à l'hôpital. Il succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Il y a 3 semaines à peine, son commandant avait affirmé qu'il s'agissait du policier le plus dévoué de toute son unité. Voilà, alors aux funérailles de ce policier druse étaient présentes plusieurs personnalités politiques israéliennes, notamment le président israélien Reuven Rivlin, qui a déclaré « Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam » et qui a appelé plus généralement à l'apaisement. Enfin, un message de paix, un message d'apaisement. Enfin, un message positif qui parle un peu de l'avenir. Tout d'abord, l'enterrement était un événement très important et très impressionnant dans son ampleur, dans la présence de toutes les religions. Symboliquement. Et les leaders de toutes les religions. L'alliance entre les Juifs et les Druzes, c'est une alliance qui est connue. Ça veut dire on s'est habitué à cette alliance. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas automatique, mais elle existe. Et quand on voit l'ensemble de tout ce qui a été représenté dans cet enterrement, on comprend qu'on peut vivre différemment. On comprend qu'on peut arriver à d'autres solutions. On comprend qu'il y a un autre monde. Un joli message d'espoir et du vivre ensemble. Merci beaucoup Nissim Zvili d'avoir été avec nous. Merci Maurice Ifergan. Restez avec nous. Dans un instant, focus sur ces jeunes Français convertis à l'islam et qui partent combattre aux côtés de l'État islamique en Syrie et en Irak. Comment le groupe djihadiste est-il devenu si attrayant pour ces jeunes et quelles sont ses méthodes de recrutement? On voit ça dans quelques minutes, juste après le journal. De retour sur le plateau du Morning, il est 8h42 à Tel Aviv, merci d'être avec nous. La France a révélé hier que le deuxième djihadiste identifié sur la dernière vidéo de l'État islamique était bien un citoyen français. Le Premier ministre Manuel Valls a d'ailleurs annoncé qu'une 50aine de Français djihadistes auraient été tués ces 3 dernières années en Syrie. Et la France se demande comment faire face à ce phénomène d'un nouveau genre. Elsa Mouri. Il apparaît dans la vidéo diffusée dimanche par les djihadistes de l'organisation État islamique et a été identifié mercredi matin par sa mère. Ce djihadiste n'est autre que Michael Dos Santos, un ressortissant français de 22 ans, originaire de Champigny-sur-Marne. Le maire de Champigny s'est dit choqué par la nouvelle. Un sentiment de profonde tristesse parce que je pense à la famille, je pense évidemment aux victimes là-bas, mais je pense à la famille. Ça doit être un désastre humain d'apprendre qu'un proche a trempé dans quelque chose d'aussi odieux. Michael Dos Santos aurait rejoint des groupes djihadistes syriens en août 2013 et porte le nom guerrier d'Abu Othman. Il fait l'objet d'un mandat de recherche depuis mars et les autorités françaises surveillaient ses faits et gestes et ses activités sur Internet. C'est d'ailleurs par ce biais qu'il s'est radicalisé, comme la majorité des nouveaux convertis. Un parcours qui ressemble à celui de Maxime Auchard, un autre Français identifié plus tôt dans la même vidéo macabre où plusieurs otages du groupe islamiste ont été décapités.
Pour Manuel Valls, cette nouvelle renforce la détermination de la France à lutter contre le terrorisme et Paris a d'ailleurs annoncé l'envoi de bombardiers supplémentaires en Irak. Mais la stratégie du tout aérien de la coalition menée par les États-Unis a une efficacité limitée et porte à certaines critiques. Ce qui serait idéal, ce qui doit être fait en Syrie et en Irak, n'a pas encore été réalisé. Si nous nous concentrons uniquement sur la formation et le matériel des rebelles, nous allons être déçus. L'Irak et la Syrie doivent être évalués séparément. En Syrie, nous avons besoin d'un plan qui vise également le régime syrien. Sur le terrain, la bataille pour la ville de Kobané se poursuit toujours après 2 mois de combat. Ces derniers jours, les forces kurdes ont réussi à reprendre plusieurs bâtiments des mains des djihadistes de l'État islamique. Voilà, nous a rejoint sur ce plateau Ali Ouaked, bonjour, consultant i24 News et spécialiste du monde arabe et musulman, ainsi que Laura Duhamel, bonjour à vous. Ali, une question pour vous, comment expliquer ce phénomène? Comment des jeunes français sont poussés à se radicaliser, à se convertir à l'islam et puis à partir rejoindre un jour les rangs de Daesh en Syrie et en Irak? Bon, ce sont des jeunes partout dans le monde, presque, Eleonore, et pas seulement en France. On parle du Moyen-Orient, on parle de l'Europe, on parle des États-Unis, de l'Australie, du Canada. Les réseaux sociaux sont pleins d'histoires qui incitent cette jeunesse à joindre l'État islamique. On présente ce qui se passe non pas comme une confrontation entre l'État islamique et le régime irakien ou l'État islamique et le régime syrien, mais une confrontation entre musulmans et entre l'Occident, entre musulmans, entre tous ce qui sont anti-islam. Et quand on accumule le fait que la jeunesse dans les banlieues européennes et dans la périphérie sociale du monde arabe, on reçoit ce cocktail explosif. Vous écoutez, on est en pleine guerre de civilisation en fait. L'État islamique veut la transformer en une guerre de civilisation. C'est pour cela, dans cette compétition entre la stratégie de la coalition, que pour le moment personne ne la comprenne, et entre les intérêts de l'État islamique, l'État islamique ne reste pas stable. L'État islamique est en train de faire d'alliances avec des joueurs locaux, avec des acteurs locaux. Même ici au Sinaï, on a vu prêter serment Ansar Bayt al-Maqdis, le joueur principal, l'acteur principal djihadiste dans la région. Boko Haram, même le Front d'Al-Nusra, le grand rival de l'État islamique, est en train de négocier avec l'État islamique une alliance contre cette coalition internationale. Et quand la jeunesse dans le monde arabe, quand la jeunesse dans le monde islamique voit qu'un groupe de quelques milliers ou de quelques dizaines de milliers est capable de faire face à une coalition mondiale, ça leur donne intérêt, ça leur donne espoir que l'islam peut renaître à nouveau dans le cadre de ce conflit. Si on résume la situation, on a une coalition internationale qui patauge un peu, qui ne sait pas vraiment où elle va, qui a privilégié les frappes aériennes, on voit que ça ne marche pas vraiment. Et de l'autre côté, on a un État islamique qui se renforce et qui intègre de plus en plus de personnes et de groupes dans ses rangs. Et qui ne perd pas de territoire, contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai que de temps en temps, l'État islamique regresse et recule, mais la totalité de son territoire, elle est immense. Elle ne cesse que de grandir. Dans les médias, surtout occidentaux, on n'aime pas parler des villages, de nouveaux villages que l'État islamique récupère ou conquiert, si ce n'est de l'armée syrienne, c'est de l'armée irakienne, sur la frontière entre la Syrie et la Turquie, mais c'est surtout l'influence idéologique. Saviez-vous, Eleonore, que le Hamas, le djihad islamique, les frères musulmans sont en train de perdre des sympathisants, sont en train de perdre de terrain politique pour cette mouvance salafiste qu'est l'État islamique. On va voir d'ailleurs dans un instant comment les groupes français, les gouvernements français et occidentaux gèrent justement cette menace terroriste dans leur territoire. Mais Laura Duhamel, on commence avec vous. On va voir comment les réseaux sociaux sont responsables de l'embrigadement finalement de ces jeunes dans ces groupes djihadistes. Oui, alors c'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment. On sait maintenant, c'est avéré que Daesh s'appuie sur les réseaux sociaux pour communiquer, pour recruter. La méthode érodée, elle ne trompe plus personne. C'est un mélange de vidéos choquantes, même barbares, mais qui sont tournées à l'hollywoodienne. C'est-à-dire que les gens de Daesh utilisent les mêmes
codes occidentaux, les mêmes codes graphiques pour frapper plus fort. Ils ont d'ailleurs leur propre société de production interne, ça s'appelle Al Furqan Media Production, qui fabrique et qui diffuse leurs propres films. Alors on se souvient des films qu'ils avaient postés sur le net, comme par exemple le choc des épées 4, juste avant l'offensive de grande ampleur en Irak. Puis ensuite, sont venues les vidéos de décapitation barbares et la mise en scène macabre que l'on connaît. Alors l'idée, c'est de marquer l'esprit des Occidentaux, mais aussi de fasciner le plus de candidats potentiels au djihad, d'où le fait que ces vidéos soient en anglais, par exemple. Mais alors, comment les réseaux sociaux recrutent justement? Comment l'État islamique a tellement appris à gère tellement bien ces réseaux sociaux aujourd'hui? Alors en fait, c'est très simple. Les recruteurs de l'État islamique se servent des rouages des réseaux sociaux. Ils se servent du système des likes et de leur propagation pour recruter et agrandir leur propagande. Alors Salomé Legrand, qui est une journaliste pour le site France TV Info, elle a tenté l'expérience pour comprendre l'engrenage dans lequel tombent certaines jeunes filles. Elle a donc créé 2 comptes Facebook identiques. Alors celui de Sarah et celui de Suzanne. Toutes les deux sont françaises, toutes les deux ont 15 ans et toutes les deux sont scolarisées dans le 16e arrondissement de Paris. La seule différence par contre, c'est que entre ces 2 jeunes filles, c'est que Sarah a liké, elle a aimé la page Oumma Charity, qui est une ONG d'aide humanitaire qui dit aider à alléger les souffrances des populations les plus pauvres du monde. Et c'est là que tout bascule pour Sarah, enfin pour son faux profil, puisque c'est la journaliste qui est derrière. La machine Facebook se met en marche malgré elle, malgré Sarah, et se met en marche au service de l'embrigadement de la jeune fille. Alors combien de temps a duré ce parcours, cet endoctrinement? Ça a duré très peu de temps, 1 mois à peine. Alors on le sait, selon vos centres d'intérêt, Facebook vous propose automatiquement, via un algorithme, d'ajouter d'autres amis. Donc sur le compte de Sarah qui avait liké cette ONG, désormais n'apparaît sur son fil d'actualité que des comptes au visage voilé. Alors Salomé Legrand, la journaliste, note que les amis proposés s'appellent par exemple Oums, qui signifie mère en arabe, ou encore fière de mon voile. Et puis une fois ces amis acceptés, le fil d'actualité de Facebook de Sarah bascule et affiche alors des rappels islamiques sur le port du voile ou la tenue islamique appropriée. Et tout cela sans intervention des recruteurs potentiels. Tout cela se fait via le fonctionnement de Facebook. Les recruteurs potentiels n'y sont pour rien. Et le parcours de Salomé, alias Sarah, continue. Alors le plus marquant dans l'expérience, c'est finalement qu'en 48 heures, au moins 6 de ces 40 nouvelles amies ont demandé à leur contact ce qu'elles voulaient faire plus tard, ce qui était une façon finalement d'engager la conversation sur des projets futurs. Et puis le fil d'actualité affiche aussi des vidéos d'enfants syriens sauvés des décombres et les publications de la page La Vérité sur l'État islamique. Et de là, la conversation s'engage peu à peu sur l'État islamique qui est défendu par ces jeunes femmes. Et elles décrivent tout à Sarah que l'État islamique mène le djihad pour le bien. Alors tout ça, c'est au cours des semaines. Et puis de fil en aiguille, une femme propose à Sarah de lui parler via Skype et de lui expliquer comment partir en Syrie. Alors Facebook n'a jamais rien fait contre ce phénomène. Facebook ou les autres réseaux sociaux, d'ailleurs, ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas d'autorité sur ce qui se passe sur le réseau. Facebook est dépassé par son algorithme. Ils ont tenté finalement de contrer sur YouTube, sur Twitter, mais finalement, ils sont pris à leur propre jeu. Évidemment, ils tentent de couper tous les canaux de communication pour Daesh, mais on le voit ici, la propagande est bien plus insigneuse qu'il n'y paraît. Finalement, les recruteurs n'y sont presque pour rien. Ils se servent tout simplement de Facebook pour faire fonctionner la machine. Merci Laura Duhamel. Allez, on va voir que Bernard Cazeneuve, le ministre français de la Défense, a rappelé que la France avait récemment renforcé son dispositif législatif pour faire face à ce terrorisme. On accès libre, on écoute. Au-delà de la condamnation de ces crimes innommables, j'appelle solennellement et avec gravité tous nos compatriotes, et notamment les plus jeunes, qui sont la cible privilégiée de la propagande terroriste, à ouvrir les yeux sur la terrible réalité des actions de Daesh et de ces groupes affiliés qui asservissent, qui martyrisent et qui tuent. Ces prêcheurs de haine doivent être regardés pour ce qu'ils sont, des criminels qui érigent en système la barbarie. Face à eux, une seule attitude est possible, une détermination totale, l'unité nationale et l'union des démocraties pour vaincre
le terrorisme. Alors, de quels moyens disposent vraiment, pas seulement les Français, vous le disiez tout à l'heure, les Occidentaux, pour lutter justement contre ces djihadistes qui partent et puis qui reviennent ensuite sur le territoire français pour la plupart? Bon, c'est un phénomène un peu beaucoup plus compliqué que d'éviter. Il y a une situation qu'on la connaît dans les banlieues européennes où se trouve cette jeunesse. Et il y a cette machine dont vous avez mentionné pour le recrutement sur les réseaux sociaux et sur les chaînes télévisées et dans les mosquées et dans les rues et dans les réunions familiales et dans les réunions sociales. L'État islamique est en train de gagner des terrains, est en train de gagner des cœurs dans le monde arabe. Éléonore, il y a même les Arabes les plus laïcs admettent que l'État islamique, pour la première fois, donne à la jeunesse arabe, à la jeunesse musulmane, cette idée que le Ouest est confrontable, qu'on peut battre l'Occident, qu'on peut faire face à l'Occident. On a besoin que de la volonté et de la participation physique. Et ce n'est pas un secret qu'on a découvert que l'État islamique est l'organisation terroriste le plus riche du monde. Et c'est une nouvelle organisation qui a été fondée il y a 2-3 ans à peine et est devenue déjà l'organisation terroriste la plus riche, la plus puissante du monde. Le fait qu'elle est riche permet à cette organisation, facilite sa tâche dans le recrutement de la jeunesse. Il y a des émissaires de l'État islamique partout en Europe, partout dans le monde arabe. On a parlé il y a quelques mois qu'il compte peut-être 5, 10, 15 000 maintenant des services de sécurité. Les agents qui aident justement au recrutement des jeunes occidentaux et des jeunes français. On va juste voir cette vidéo de jeunes français qui appellent à rejoindre les rangs de l'État islamique. On regarde ça tout de suite. Tarouti qui croit en Allah a certes saisi lance la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est celui qui entend et celui qui sait. Comme vous avez mécrit au Tarout, comme vous avez mécrit à la démocratie et à la loi humaine, en faisant le hijra, aujourd'hui vous mécroyez à cette tawarit et à toute cette loi que nous a imposé cette tawarit et à tous ces passeports que nous a imposé cette tawarit. Nous mécroyons en vous. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont apparues jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Vous nous avez opprimés. Vous avez combattu notre religion. Vous avez insulté notre prophète. Aujourd'hui, nous mécroyons en vous. Ali, finalement, cet enrôlement d'occidentaux, de jeunes français, c'est un réel atout militaire pour l'État islamique ou ça a plus, surtout, un impact médiatique ? Ça, les deux, mais ça complique la tâche. Des États arabes, des services de sécurité arabes estiment que cette coalition, cette faiblesse de la coalition n'est pas un hasard. C'est parce que l'Occident préfère que cette confrontation entre l'État islamique et le monde entier sera limitée à cette région du Moyen-Orient pour éviter que ces recrutés reviennent dans leur état de base en Europe et apporter cette idéologie et peut-être essayer de planifier des attaques sur le sol européen, ce qui complique donc la tâche, ce qui peut expliquer le fait qu'on ne comprend pas cette stratégie de la coalition internationale, cette stratégie de l'Occident et des États-Unis. Et donc reste que l'État islamique, pour le moment, il est en train de former son aile occidentale, celle qui doit opérer simultanément dans cette région de la Syrie, Irak, mais aussi répondre et riposter à l'intervention occidentale en Irak et en Turquie. Donc ces calculs de l'Occident de concentrer cette bataille, cette confrontation dans notre région peut s'avérer très rapidement comme n'a pas été bien calculé. Merci beaucoup Ali Waked, merci à vous Laura Duhamel. Restez avec nous, un court journal et on revient dans quelques minutes. Restez avec nous. De retour sur le plateau du Morning, c'est l'heure de notre point santé avec vous, Bethsabée Salem. Alors, vous allez nous parler de la grippe aviaire qui semble avoir regagné l'Europe avec plusieurs élevages contaminés récemment. Oui, il s'agit de 3 pays européens qui ont été touchés en 15 jours seulement. L'Allemagne, tout d'abord, début novembre, un élevage de dinde a été contaminé. Et puis ensuite, une dizaine de jours plus tard, les Pays-Bas, avec là un élevage de canards. Et puis ce dimanche, la Grande-Bretagne
Grande-Bretagne. D'ailleurs, la presse britannique tremble, vous allez le voir. La dinde de Noël pourrait être contaminée puisque des élevages de dindes se trouvent à proximité de la zone d'épidémie. Alors de quoi inquiéter les Britanniques, bien sûr, à 5 petites semaines de Noël. Et le Télégraphe de prévenir que si ça continue comme ça, il n'y aura pas assez de dindes pour tout le monde. Dans tous les cas, c'est, attention, là, et oui, c'est inquiétant. Très inquiétant. Dans tous les cas, c'est la souche H5N8 qui a été détectée, soit celle qui est apparue en Asie en 2010, il y a 4 ans. Le virus qui sévit en ce moment en Chine, en Corée, au Japon, et probablement donc qui a été exporté par des oiseaux migrateurs. Et sachez que la souche H5 dont on parle est particulièrement justement pathogène pour les animaux, et c'est pour ça que c'est inquiétant. Mais alors, quels sont les risques concrètement pour l'homme? Alors, cette souche-là, la H5N8, n'a jamais été transmise à l'homme, mais parfois, après avoir infecté des espèces aviaires, eh bien, les virus mutent et alors ils deviennent capables de toucher l'homme. C'est le cas du H5N1, qu'on connaît déjà, qui a provoqué bien sûr plus de 400 décès, surtout en Asie du Sud-Est, depuis son apparition en 2003. Donc ce virus, il est beaucoup plus ancien. Et pour preuve que ce H5N1 est encore coriace, eh bien, en Égypte, regardez, le virus a tué 2 personnes en 2 jours. Et puis autre souche qui a infecté l'homme aussi, c'est le H7N9 qui a tué plus de 170 personnes quand même depuis son apparition il y a 1 an. Alors la contamination se fait comment? Eh bien, en manipulant des animaux, c'est comme ça que l'homme a pu l'attraper. Les symptômes, pneumonie, maladie chronique, voire la mort. Alors en attendant, on préconise quelles mesures de prévention? Alors ce qui s'est passé pour l'instant, c'est que les personnels des exploitations contaminées ont été traités avec un produit spécial, le Tamiflu. Les personnels qui sont chargés de tuer les élevages, les bêtes et de nettoyer les exploitations, bien sûr, sont équipés de masques, de combinaisons. Et puis quant aux fermes contaminées, l'élevage contaminé doit être bien sûr abattu dans son entier. On parle de quarantaine, de confinement. Et par mesure de précaution, eh bien, les Pays-Bas n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont interdit le transport de poulets et d'œufs dans tout le pays. Les Pays-Bas qui sont traumatisés par l'épidémie de grippe aviaire de 2003, ils avaient alors dû abattre 25 millions de bêtes. Ah oui, quand même. Bon, pour en parler, on va tout de suite rejoindre par téléphone Vincent Hénoux, virologue à l'Institut Pasteur et responsable adjoint au Centre national de référence des virus influenza de l'Institut Pasteur. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Y a-t-il une quelconque relation entre le virus qui est réapparu en Égypte dernièrement et qui a fait des victimes humaines et celui qui sévit en Europe, on l'a vu, qui a touché 3 différents pays en 15 jours? Non, ce sont des virus différents. En Égypte, le virus dont on parle actuellement, c'est le H5N1 qui est toujours présent, qui a provoqué la mort jusqu'ici de 400 personnes. Et puis en Europe, en Allemagne, en Hollande et en Angleterre, c'est un virus qui se dénomme H5N8, donc qui est différent et qui, pour l'instant, n'a jamais infecté l'homme. Vous diriez qu'il y a un réel risque en Égypte que le virus se propage? Alors, il faut savoir qu'en Égypte ou en Asie, en Chine, le H5N1 est toujours présent. Ça, c'est un virus qui est toujours surveillé. Et tous les ans, ou en tous les cas, tous les ans, il y a au moins des infections humaines qui sont répertoriées. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en tous les cas et qui, pour l'instant, ne s'est pas propagé plus que ça. On pourrait comparer avec d'autres épidémies qui sont tout aussi inquiétantes, ou elle est unique, cette grippe aviaire en Égypte? Non, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de comparaison avec d'autres propagations, d'autres pandémies. H5N1, on le sait, c'est le virus aviaire typique. Il y en a eu d'autres. Il y a eu H7N9 qui a tué aussi les hommes. Et puis, il y en a toujours quelques-uns qui réapparaissent, qui apparaissent, qu'on n'avait jamais vu. H5N3, H10N8 aussi, et plutôt sur le continent asiatique. Alors, quels moyens de prévention peut-on utiliser justement pour lutter contre ces virus? Alors, les virus aviaires, la prévention est différente, je dirais, des virus humains. C'est-à-dire que pour l'humain, justement, tant que si vous avez un virus aviaire, et tous ne le sont pas, si vous avez un virus aviaire qui provoque une symptomatologie, surtout la mort des animaux, eh bien là, c'est visible. Donc, il y aura des prélèvements qui seront effectués et on pourra détecter quel est le virus qui est responsable. En revanche, comme le virus H7N9, assez récemment, est un virus qui ne provoque pas forcément la mort des animaux. Et donc, si vous n'avez pas de mort, je dirais, dans un élevage, mort en grand nombre, eh bien, des prélèvements ne vont pas forcément être effectués. Et en revanche, ces virus qui ne provoquent pas la mort d'animaux peuvent très bien aussi infecter l'homme. Donc, c'est tous les moyens de surveillance précis
qui vont permettre de juguler rapidement une épidémie si celle-ci s'inscrit dans des élevages, par exemple. Une dernière question, Vincent Hanouf. Comment cette épidémie se transmet? Comment ces épidémies se transmettent entre hommes? Alors là, si je parle de H5N8, pourquoi les élevages européens ont été touchés, c'est sans doute dû à des migrations d'oiseaux infectés, alors d'oiseaux qui peuvent venir du sud, de l'Asie, ça on n'en sait rien. Et dans le cas de H1N1 par exemple, en Égypte? De H5N1 H5N1, c'est sans doute des oiseaux qui sont infectés ou alors et qui déposent des fientes. Et ces fientes, l'environnement en fin de compte, est contaminé par ce virus. Et ensuite, vous avez d'autres oiseaux qui viennent aux abords de ces fientes et qui sont contaminés à leur tour, si vous voulez. Merci. Il y a un réservoir qui est en permanence, je dirais, actif, avec des oiseaux qui infectent des oiseaux en bonne santé, qui vont devenir malades, et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci beaucoup, Vincent Hanouf, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Et si la clé du conflit israélo-palestinien passait avant tout par l'économie, l'ONG Groupe d'Aix, originaire de la ville d'Aix-en-Provence, en est convaincue. Elle a réuni des experts israéliens et palestiniens pour tenter d'apporter une vision et peut-être une solution économique au conflit. Maxime Pérez est parti à leur rencontre. Regardez. 12 ans qu'ils se retrouvent, toujours avec le même enthousiasme. Des hommes de bonne volonté devenus amis, israéliens ou palestiniens. Au plus fort de la seconde intifada, ils ont créé le groupe d'Aix, une ONG qui propose une feuille de route économique pour venir à bout du conflit. Nous essayons d'apporter aux décideurs politiques, et c'est à eux qu'appartient la décision en définitive, quelques solutions raisonnables qui permettent de trouver un compromis. Il y a un terme que le groupe n'utilise jamais, c'est le mot de justice. Nous préférons le mot de compromis. Coopération bilatérale, zone de libre-échange. Depuis la France où il réside, Gilbert Ben Chayoun porte avec panache les idées du groupe auprès des plus hautes instances politiques. De l'Élysée à la Maison-Blanche, lui et ses collaborateurs sont régulièrement reçus dans les chancelleries occidentales. Tous croient à la paix, en n'importe quelle circonstance. Nous croyons fermement à la solution de 2 États pour 2 peuples et nous pensons que, quelle que soit la situation sur le terrain, nous devons pousser nos efforts jusqu'au bout. Un discours résolument optimiste, même quand le dialogue paraît durablement rompu, à condition que les dirigeants israéliens et palestiniens prennent leurs responsabilités. Le statu quo actuel n'offre en réalité aucune stabilité. Il est dangereux, n'apporte que du sang, mais surtout porte un préjudice économique pour les deux camps. Quand ils en prendront conscience et s'engageront dans des négociations sérieuses, dans le respect mutuel, en ne s'arrêtant pas aux faits historiques et en allant de l'avant pour trouver une solution, ils écouteront des gens comme nous. L'impact du groupe d'Aix est difficile à évaluer sur le terrain. Mais ces travaux posent la base d'une paix durable, basée sur les échanges économiques, où aucun des 2 peuples ne pourra faire l'économie de l'autre. Puis après l'attentat de Jérusalem, une nouvelle mesure de sécurité a été proposée pour tenter de répondre au sentiment d'insécurité qui règne dans le pays. Maurice, il s'agit de faciliter le port d'armes, l'autorisation de port d'armes dans le pays. Alors finalement, en Israël, qui est autorisé à porter une arme? Tous les citoyens de plus de 21 ans qui ont fait l'armée, s'ils n'ont pas fait l'armée, ceux de 27 ans. Mais il y a des conditions très, très sévères. Je ne pense pas qu'on va faciliter l'obtention d'une autorisation de port d'armes, plutôt que de détendre les demandes et d'accélérer les demandes, parce que la situation exige aujourd'hui d'avoir des vigiles aux entrées des jardins d'enfants, dans les écoles, dans les autobus. Donc on parle surtout d'accélérer les procédures et de demander à des volontaires de déposer une demande de port d'armes, plutôt que de faciliter les critères qui sont très sévères en Israël. Alors, je voudrais d'abord corriger une idée largement répandue, c'est qu'en Israël, tout le monde se promène avec des armes, ce serait un peu le Far West. C'est vrai que quand on prend l'autobus, on a tous vécu cette situation, on s'est souvent trouvé assis à côté d'un soldat qui dormait avec son fusil, ou dans un taxi collectif à côté d'un individu qui portait sous sa chemise un pistolet. Mais en vérité, il faut voir que Israël n'est pas le pays où il y a le plus de ports d'armes, d'autorisation de port d'armes. Quel est le pays où on a le plus d'armes par habitant?
Alors, moi, je pense que c'est les États-Unis. Bessabé. Aussi, oui. Exact. Il y a aux Bon, États-Unis c'est facile, hein. 90 ports d'armes pour 100 habitants. Vous voyez, c'est énorme. Les États-Unis sont suivis immédiatement par le Yémen, où là, on a 61 ports d'armes pour 100 habitants. La Finlande et ensuite la Suisse, l'Irak. La Finlande Oui. On porte des... Bon. Beaucoup de ports d'armes. La France Tout vers le monde environ... sentiment d'insécurité en Finlande? Oui. Bon, d'accord. Il y a aussi des traditions. Bien sûr. On a la tradition de porter des armes. C'est pas forcément lié, d'ailleurs, et ce au sont sentiment surtout de des ça. chasseurs d'ailleurs. Ce sont surtout des chasseurs qui portent des armes. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est des armes la pour tuer France, les ours. 36 ports d'armes pour 100 habitants. Et Israël, environ, le chiffre n'est pas tout à fait précis, 20 ports d'armes pour 100 habitants. Vous voyez qu'on est loin derrière. Est-ce qu'on inclut dans ces chiffres les militaires? Non, que les civils. Ni militaires, ni policiers, il s'agit de ports d'armes civils. L'armée et la police et l'administration pénitentiaire ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques. Okay. Alors, si vous voulez d'autres chiffres assez intéressants, il y a en moyenne dans le monde une arme pour 7 personnes civiles. Okay. Si on retire les États-Unis, où vous voyez que la moyenne est énorme, on tombe à une arme pour 10 personnes dans le monde, ce qui est finalement pas terrible. On imagine que le nombre d'armes par personne dépend aussi pas seulement de la volonté des gens d'avoir des armes, mais aussi des conditions. Vous disiez que les conditions en Israël sont très difficiles. Est-ce qu'elles sont plus ou moins difficiles qu'aux États-Unis, par exemple? Aux États-Unis, la situation est radicalement différente puisque la vente d'armes est libre, elle est garantie par la Constitution, alors qu'en Israël, pour acheter une arme, pour acquérir une arme, il faut avoir une autorisation de port d'armes. Ouais, la législation même est différente. La législation est totalement différente. Donc, comment obtenir une autorisation? Très difficile. D'abord, il faut déposer une demande au ministère de l'Intérieur. Ce ministère de l'Intérieur transmet, après avoir étudié la demande, la demande. Alors déjà, on connaît la difficulté de la bureaucratie israélienne. J'imagine que pour le port d'armes, c'est encore plus compliqué. Alors, la demande du ministère de l'Intérieur est transmise à la police, qui vérifie votre casier judiciaire, vos antécédents. Il suffit d'avoir, par exemple, un conflit avec son voisin pour se voir interdire un port d'armes, d'avoir été arrêté pour tapage nocturne ou peut-être pour accident de la route. Si vous avez oublié votre siège bébé, ça compte ou pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Le dossier est aussi transmis par la suite au service de santé qui demande un examen physique et psychiatrique. C'est-à-dire ceux qui ont des antécédents psychiatriques n'ont aucune chance d'obtenir un port d'armes. Vous voyez, c'est très, très, très encadré. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des critères. Je vous ai dit 21 ans pour ceux qui n'ont pas fait l'armée, 27 ans pour ceux qui n'ont pas fait l'armée, 21 ans pour ceux qui ont fait l'armée. Maintenant, il y a des critères. Par exemple, le critère le plus flagrant, c'est les officiers de carrière de la police ou de l'armée qui ont quitté, les officiers de réserve, finalement obtiennent très facilement un permis de port d'armes et on comprend pourquoi. Donc, ils se promènent avec une arme parce qu'ils ont eu l'habitude pendant 10 ans de se promener avec une arme. On leur fait confiance. Maintenant, il faut passer un entraînement. Une formation au tir. Il n'est pas question de mettre entre toutes les mains des armes et de laisser les gens partir sans savoir utiliser leurs armes. Le critère aussi de l'emploi. Par exemple, il y a des professions qui obtiennent plus facilement un port d'armes que d'autres. Par exemple. Déjà, journaliste, vous n'avez pas. Journaliste, il n'y a pas. Par contre, ça va vous intéresser, bijoutiers et diamantaires, oui, obtiennent plus facilement parce que le ministère de l'Intérieur estime qu'ils ont Bien sûr, le risque de vol. Est-ce que les Arabes israéliens de plus de 27 ans peuvent obtenir une arme? Bien sûr. Tout citoyen israélien est autorisé à déposer une demande. Après, elle est étudiée. Vous voyez, mais il y a des critères, notamment le critère de l'emploi. Par exemple, un chef de chantier sur un chantier où il y a de nombreux travailleurs étrangers pourrait obtenir facilement un port d'armes. Qui aurait des difficultés, par exemple, à obtenir un port d'armes? Un journaliste, un employé de bureau, quelqu'un qui travaille au centre de Tel Aviv et qui n'a... Mais le critère principal, finalement, c'est soit habiter dans une localité à risque. Et quand on dit localité à risque pour le ministère de l'Intérieur, il est évident que c'est les territoires, toutes les implantations dans les territoires. Là, le port d'armes est largement généralisé. Et les métiers, les endroits qui se trouvent sur des frontières ou dans des secteurs assez sensibles, notamment à Jérusalem, notamment le long de la bande de Gaza, notamment dans le nord du pays. Là, on délivre aussi des ports d'armes dans certaines localités. On délivre aussi des ports d'armes? Des ports d'armes, ça dépend. C'est le critère, un des critères, la localité dans laquelle vous résidez, qui vous permet d'avoir oui ou non un port d'armes. On imagine qu'à Tel Aviv, on a moins besoin. Alors, il faut savoir qu'en Israël, il y a 290 000 civils qui ont obtenu un port d'armes. Sur ces 290 000 civils, il y a 160 000 particuliers et 130 000 vigiles.
Ce sont ces vigiles qui aujourd'hui posent problème. On veut aujourd'hui augmenter le nombre de ports d'armes accordés aux vigiles parce que la situation sécuritaire est plus Espérons qu'ils n'auront pas besoin de s'en servir. Merci beaucoup Maurice Fergan, merci Betsabé Salem. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Betsabé, vous restez aussi avec nous. On revient juste après le journal. Il est 9h42, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre morning. L'exposition Comme il faut à Holon présente l'artiste Michel Kichka que vous retrouvez en général tous les vendredis sur i24 News. Une exposition rétrospective qui met en avant la chronologie de son œuvre et de ses créations de BD pour enfants. On voit ça tout de suite. Mr. T, le personnage de BD à la houppette et à sa gourde de thé, est de retour jusqu'en février 2015 en compagnie de son créateur, Michel Kichka, au musée de l'illustration de Holon. Il nous offre quelques-unes de ses plus belles créations, travaillées avec soin pour plaire aux enfants mais aussi aux adultes. Plus de 40 ans de réalisation sont exposés dans ce musée. Une exposition rétrospective de BD pour enfants qui recoupe les différents personnages et publications magazines de l'artiste. Les colonnes de Kichka sont basées sur une histoire de technique de dessin concis, aux côtés de la reconnaissance et du respect de la langue unique de la bande dessinée qui allie texte et images. Une bonne bande dessinée est une excellente introduction à la littérature. Je pense que quand on aime les bandes dessinées parce qu'elles sont bien racontées, parce qu'elles sont bien écrites, finalement, on accède tout à fait naturellement à la littérature. Le musée met ainsi en avant une chronologie didactique, guidant l'enfant à travers la création d'une histoire. L'exposition, intitulée Comme il faut, explique à l'enfant comment une idée prend forme à travers l'écriture, l'esquisse au crayon, la documentation, la technique de l'ancrage et la mise en couleur de l'aquarelle. Je vois aussi dans l'enseignement une partie importante de ma fonction. C'est parce qu'enseigner la bande dessinée, c'est transmettre l'amour de la bande dessinée. Donc cet amour que j'ai, j'essaie de le faire passer. J'écoute et je regarde la façon dont les enfants regardent et analysent et comprennent la caricature. Alors les enfants ont toutes les clés pour comprendre une caricature. Évidemment, quand c'est un sujet complexe ou alors une actualité qu'ils ne connaissent pas, il suffit un peu de contextualiser. Mais disons, le décryptage d'un dessin, c'est devenu naturel pour un enfant, plus que pour un adulte, parce que les enfants sont nés dans l'ère de l'image, dans une ère où l'image prédomine. Et ils sont vraiment dans leur basket devant une image, devant un dessin. Michel Kichka, très impliqué dans la promotion du dessin de presse, exprime à travers des traits précis de ses personnages son regard critique et aiguisé sur la société et le monde. Voilà, c'est l'heure des 5 clics, 5 infos avec vous, Betsabé Salem, bonjour. On va commencer avec... J'étais là il y a une demi-heure. Vous étiez là il y a une demi-heure, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ils ne vous ont pas entendu il y a une demi-heure, donc bonjour Betsabé. Bonjour Eleonore. On commence avec ce témoignage exclusif publié dans le Télégraphe britannique, celui d'un pilote de drone israélien. Oui, et le témoignage faisait la une du Télégraphe hier soir, et pour cause, c'est une première. Il s'agirait d'un des plus expérimentés pilotes de drone qui a servi pendant les 3 guerres de Gaza, nous dit le Telegraph, qui confie avoir parfois pris de mauvaises décisions, des décisions qu'il faut prendre en quelques secondes, en 20 secondes, il dit dans son témoignage, mais avoir aussi appris à vivre avec ces dilemmes de vie, de mort. Le Télégraphe rajoutera plus tard dans l'article d'agonie. D'ailleurs, pour le commandant Yair, donc c'est un pseudo bien sûr, âgé de 31 ans, eh bien, en tuant des gens finalement depuis son ordinateur, depuis son tableau de bord, il sauvait plus de vies humaine, expliquant aussi qu'il est quand même extrêmement d'éviter de tuer des civils dans un territoire aussi exigu, et que quand des enfants ou des femmes quand même se trouvaient à proximité d'une cible, eh bien évidemment, ils ne tiraient pas. Alors vous allez voir tout de suite le drone qu'il pilote, ça s'appelle un Heron TP et c'est le drone israélien le plus imposant. Donc voilà, ça c'est le pilote qui témoigne donc dans une vidéo. Voici le drone, et c'est un drone d'une envergure qui égale celle quand même d'un Boeing 737. Donc c'est incroyable de diriger une guerre derrière votre ordinateur. En fait. Alors il explique dans l'interview justement qu'il a beau se trouver à des dizaines de kilomètres de ce drone, en fait, finalement il a l'impression vraiment d'y être, parce que avec son tableau de bord, finalement il a vraiment la sensation, il sait qu'il décide quand même de la vie des gens, et il a vraiment la sensation d'y être. C'est vraiment la technologie. Alors le quotidien présente le témoignage quand même en soulignant d'ailleurs au passage le pouvoir dévastateur des drones
israéliens et non pas des drones en général, et rappelle le bilan d'ailleurs au passage bien sûr des Nations Unies pour l'opération Bordure protectrice de cet été. 519 enfants, moins de 18 ans, donc qui sont morts, et cite le commandant Yair quand il dit que personne quand même ne sourit après une opération lorsqu'il y a des victimes qui sont des enfants. Il dit on apprend et on essaye d'éviter ça au maximum. Bien sûr. Allez, direction la Chine à présent, où la chasse à la corruption investit désormais les salles de jeu également. Voilà, alors il s'agit d'une vaste campagne, alors je souris un petit peu, vous allez comprendre pourquoi, une vaste campagne qui tente d'assainir un appareil d'État qui serait gangréné de l'intérieur par la corruption, nous dit RFI, avec alors toute une panoplie de mesures, parfois vous allez voir assez surprenantes, afin de prévenir donc ces dérives, entendez des dépenses exagérées. Alors du coup, après l'interdiction de manger des ailerons de requin, de faire conduire sa limousine à son chauffeur ou alors de faire des soirées un peu trop chères, eh bien la dernière interdiction concerne les salles de jeu. Alors chez les joueurs de Mahjong, qui est le jeu vraiment à la mode, le jeu culturel sur place, eh bien on hallucine, on dit que c'est un jeu d'enfant, qu'en fait on joue avec 2-3 pièces, sauf que voilà, les fonctionnaires jouent avec des pièces qui sont de l'argent de l'État et on ne rigole plus avec l'argent de l'État en Chine. Voilà, on se demande où ça va aller. Allez, on continue à parler d'illégalité, puisqu'on parle du magazine Illégal, n'est-ce pas, qui poursuit sa conquête de l'Europe. Un magazine d'un genre un peu particulier. Oui, alors Illégal, c'est un magazine de rue, jusque-là tout est normal, vendu par contre par des toxicomanes. Il leur permet de financer leur consommation de drogue. Alors, comment... Vous êtes sûr qu'on a le droit de faire de la pub pour ces magazines ? Pour ce magazine ? Écoutez, en tout cas, je pense que c'est une initiative intéressante. En tout cas, l'information l'est aussi. Merci Sandy. Alors, comme l'explique le Danois qui est à l'origine du projet, qui est accessoirement rédacteur en chef, ne me demandez pas si lui aussi consomme des substances, des drogues. À la place de voler votre iPhone pour s'acheter de la drogue, ils vendent ce magazine. Donc, il essaie quand même de faire comprendre c'est trop que sympa, c'est un bien c'est un mal pour un bien d'une certaine façon. Alors, que trouve-t-on dedans ? Eh bien, un contenu pour éduquer les gens aux drogues. Je ne vous parle pas forcément d'une liste de cafés où on vendra des drogues, mais en tout cas plus un contenu informatif. Et alors le journal est apparu au Danemark il y a un an et il marche, et du coup il est apparu il y a quelques jours en Angleterre, où pourtant vendre de la drogue est extrêmement pénalisé, et avec un départ encourageant à Londres, puisque nous dit le site d'Europe 1, 600 exemplaires ont été vendus en 5 jours au prix de 4,40 €. Alors, pour l'instant, le magazine est vendu, est conçu gratuitement, mais s'il commence à faire des bénéfices, alors il y aura une petite partie qui sera reversée pour couvrir les frais de publication, mais ça fait quand même pas mal un budget plutôt correct, une initiative intéressante, ça va en intéresser d'autres certainement. Allez, on reste en Europe, mais vous allez nous parler de télé-réalité, de dictature dans la télé-réalité ? Voilà, alors vous allez comprendre, il s'agit d'une télé-réalité, un nouveau programme de télé-réalité en Suède qui crée la polémique. En fait, le Figaro nous apprend que c'est la chaîne SVT2 qui a enfermé 8 jeunes, 4 garçons, 4 filles, dans un hôpital désaffecté. Ils ont, ça se voit pas ici, mais vous allez voir dans d'autres photos, exactement, ça change des crocodiles et des sauts en parachute, les yeux bandés, les oreilles bouchées, sous l'autorité d'un dictateur invisible. Et alors, ils ont eu droit, parmi une liste de 15 objets qui leur ont été proposés, de choisir 5 objets parmi brosse à dents, savon, lunettes, cigarettes, etc. Certains, alors là c'est plutôt surprenant, enfin moi ça m'a surpris, préférant le maquillage au papier toilette. J'imagine que c'était des filles quand même. Ouais. On se demande ce que Nabila aurait préféré dans ce cas-là. Nabila qui est encore très, très présente sur le plateau, je ne sais pas si vous le remarquez comme moi. Alors, on parle de télé-réalité, donc forcément on parle de Nabila. Comment est venue l'idée ? Alors en réaction à un sondage en fait, qui a été effectué en Suède, selon lequel un quart des Suédois âgés de 18 à 29 ans ne trouvaient pas essentiel le fait qu'ils vivaient dans une démocratie. Ainsi est né Diktatorn. Alors ça ne se trouve pas encore... dans notre langue, mais on peut regarder. À mon avis, on n'a pas beaucoup besoin de comprendre ce qu'ils disent. C'est sympa de jeter un œil, en tout cas, sur l'allure que ça a. D'accord, on jettera un œil. Allez, on finit avec cette création norvégienne tendance. On ne parle pas stylisme, mais passeport. On parle passeport. Regardez, Courrier International, après avoir fait sensation avec ces fameux billets de banque créatifs en octobre dernier, on en avait parlé, eh bien la Norvège a de nouveau fait appel à ses designers, et cette fois pour créer de futurs
passeport. Vous voyez, c'est pas mal quand même. Des documents donc aux couleurs vives. De l'extérieur, il y a aussi plusieurs couleurs en fonction de si vous êtes un diplomate ou un étranger. Et dedans, des paysages, donc norvégiens bien sûr, et attention, sophistiqués, je vous explique. En fait, quand vous les placez sous une lampe à UV, eh bien, les paysages qui se trouvent à l'intérieur, comme celui-ci du document, eh bien, se transforment en une nuit étoilée dans le nord norvégien. Voilà, en fait, ça devrait être distribué dans les agences de voyage pour faire venir visiter la Norvège. Merci Betsabé Salem. Quand la culture juive rythme avec les plus grands noms de la mode, c'est ce que le musée du peuple juif de New York a tenté de mettre en avant. Donna Karan, Ralph Lauren, mais aussi Victoria's Secret ont participé à ce défilé. Sandy Fortis nous en dit plus. Des petits tailleurs juifs de New York des années 60 aux grands créateurs de mode du 21e siècle, c'est l'histoire que raconte la nouvelle exposition de la Beit Hatfutsot, le musée du peuple juif. Le musée du peuple juif est en train de raconter l'histoire juive sous un autre angle. Un angle qui ne tourne pas autour de la persécution, mais plutôt autour de la célébration des accomplissements et de la créativité du peuple juif, particulièrement dans l'ère moderne. Dreamweavers raconte comment la mode d'aujourd'hui a pu être inspirée par le travail des petits tailleurs juifs qui ont immigré aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. 17 grands noms ont été choisis pour cette exposition. Donna Karan, Ralph Lauren, Victoria's Secret, Marc Jacobs, Michael Kors et bien d'autres. Chacun a offert une robe. Certains l'ont même créée pour l'occasion, une robe inspirée de leurs racines. Certains d'entre eux viennent de familles d'anciens tailleurs juifs. Ce qui est juif dans ces robes, je ne peux pas le dire, mais je crois que chaque artiste, chaque créateur se sert de son héritage, de ses valeurs, de sa culture et de ses racines quand il crée quelque chose. Qu'ils soient issus de familles juives américaines ou qu'ils soient nés en Israël, tous ont un héritage en commun. Je pense que cet héritage est en nous. On peut s'en rendre compte ou pas, mais c'est là, en nous, parce qu'on est né dans une maison juive. Donc quand on s'exprime, on exprime nos croyances, nos souhaits par nos créations. Et ça a forcément un lien avec le judaïsme. Chez nous, la mode était importante, comme la nourriture et l'amour. Nos parents nous ont donné beaucoup d'amour, mais ma mère adorait la mode. Quand j'étais enfant, à 7 ou 8 ans, je créais les robes de ma mère. Pour ma bar mitzvah, je lui ai dessiné sa robe, son sac et ses chaussures. Dans cette immense salle sombre, les robes des créateurs sont sublimées pour le plus grand plaisir du public. C'est magnifique, les robes sont exposées comme si elles flottaient dans les airs. Ici, elles sont vraiment mises en valeur. D'habitude, elles sont portées par des mannequins. Là, c'est la robe, la star. C'est très émouvant de voir l'évolution de ce métier, connaître cette histoire, comment ça a commencé, d'où c'est venu et surtout jusqu'où c'est arrivé. Et puis de voir de si belles pièces, de si près, c'est un tel niveau, c'est limite orgasmique. Au Moyen-Âge, tailleur était l'un des rares métiers que les Juifs étaient autorisés à pratiquer. Dans l'après-guerre, ils l'ont pratiqué dans des conditions désastreuses, entassés dans des usines. Aujourd'hui, ce savoir-faire s'est transformé en vrai talent, un talent que certains designers ont su utiliser pour se hisser au top du fashion world. Alors, Sandy Fortis, bonjour. Bonjour. On voit bien dans ce reportage que les designers ont reçu un héritage des tailleurs, des tailleurs juifs des années 50. Comment expliquer le fait que de nombreux juifs aient pratiqué ce métier ? Alors, il existe plusieurs raisons. Alors, on l'a mentionné dans le reportage. Tout d'abord, au Moyen-Âge, les Juifs n'étaient pas autorisés à pratiquer tous les métiers. Certains étaient tolérés, comme par exemple rentier, c'est bien connu, mais aussi tailleur. Ensuite, c'est aussi en rapport avec la religion. Dans la religion juive, il est interdit de porter des vêtements qui mêlent le lin et la laine. De fait, dans toutes les communautés juives du monde, il y avait forcément des tailleurs. Ensuite, l'immigration de masse vers les États-Unis, à la fin du 19e siècle, a apporté un grand nombre de tailleurs dans le pays. Ils se sont mis à travailler dans des sweatshops. Ce sont des usines spécialisées dans la confection de vêtements, avec des conditions de travail très difficiles, de longues heures de travail, un salaire minable. Dans ces ateliers, donc tout le monde était juif, que ce soit les propriétaires ou les employés, et on y parlait même le yiddish. Eh bien, vous avez cité quelques grands noms de la mode. Quel designer qui a lancé ce mouvement ? À votre avis ? Le plus grand designer juif des États-Unis, le premier, Lévi-Strauss.
Évidemment, il a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'industrie de la mode, aux États-Unis notamment, mais après partout dans le monde. Il est arrivé aux États-Unis en 1892, il venait d'Allemagne. Comme beaucoup, il poursuivait le rêve américain. Comme beaucoup aussi, il s'est dirigé vers la Californie à la recherche d'or. Et finalement, quand il est arrivé à San Francisco, il s'est rendu compte que les mineurs avaient un grand besoin de tenues de travail solides, robustes. Il s'est donc mis à fabriquer des pantalons à base de toile renforcés par des rivets de cuivre. Et c'est donc là la naissance du célèbre jeans. Alors on a vu dans votre reportage que les designers se sont prêtés au jeu puisqu'ils ont prêté des tenues, des robes. Voilà. Chaque designer, voilà, comme je l'ai dit, chaque designer, que ce soit Donna Karan, Victoria's Secret, Ralph Lauren, Michael Kors, Marc Jacob, des grands noms de la mode, quand même des top designers, ont envoyé une robe. Certains ont même confectionné une robe spécialement pour l'occasion. Le thème, c'était robe de soirée blanche, robe de rêve. Certains designers sont des designers qui étaient nés en Israël, mais qui se sont exilés, sont partis dans d'autres pays, comme Avi Tenzer, qu'on a vu dans le reportage, qui habite à Montréal, ou Nathalie Capel, qui, elle, est à Barcelone. Eux ont confectionné spécialement la robe et se sont déplacés pour cette exposition. Merci beaucoup Sandy Fortis, merci Betsa Bessalem d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous, la suite de vos programmes, c'est dans un instant sur i24 News. Excellente journée à tous.